Je prends 3 minutes déjà pour vous présenter l'association de Chez Nous Manquants, que j'ai fondée début 2014, donc ça fait 8 ans, et qui agit, on va le voir, contre le gaspillage et contre la précarité alimentaire en Île-de-France. Donc voilà, on peut rester là-dessus. Je dirais, c'est sympa, hein, je suis désolée, je te fais travailler. Qui agit en Île-de-France, donc principalement à Paris et au niveau de la Petite Couronne, à Lyon et à Bordeaux. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'Île-de-France. Alors, j'avais mis quelques chiffres pour ceux qui n'étaient pas familiers avec le sujet, mais on en a parlé ce matin, donc ça tombe bien. Donc, voilà, les grands enjeux, le premier chiffre, c'est peut-être 10 millions de tonnes. C'est le nombre de tonnes de nourriture qui sont perdues ou jetées chaque année en France. Donc là, on parle de gaspillage alimentaire. Et en parallèle de ça, alors moi, j'ai avancé le chiffre de 8 millions de personnes, mais effectivement, c'est un chiffre, voilà, on voit bien qu'il y a plusieurs études qui le confirment ou qui apportent de nouveaux chiffres, mais bon, ça donne un ordre de grandeur, 8 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de se nourrir selon leurs besoins. Donc, tout simplement, voilà, c'est le constat de départ, c'est-à-dire on a des poubelles pleines d'un côté, des frigos et des estomacs vides de l'autre, je grossis le trait bien sûr, une situation qui est aggravée par la crise sanitaire et les multiples crises qui s'en suivent, hein, bien sûr. On marche sur la tête et donc on se dit que faire ou comment mieux faire, puisqu'il existe déjà plein de choses, même en 2014, comment mieux faire le lien entre ceux qui ont trop et ceux qui ont besoin. Et à l'époque, en fait, on s'est dit qu'il existait pas mal de solutions pour les produits, on va dire, de la grande distribution, mais qui n'avaient peut-être pas de solution adéquate, en tout cas début 2014, pour les produits frais rapidement périssables. Et quand je dis rapidement périssables, j'entends même à consommer aujourd'hui, demain ou après-demain, alors qu'ils peuvent être de très grande qualité. Hein, oui, donc 8 millions, 12%, on est bon. Merci Sophie. Voilà. Donc voilà, partant de là, c'est de là qu'est née l'association Le Chez Nous Manquants. Donc d'une part pour réduire le gaspillage des denrées rapidement périssables, et puis d'autre part parce que ces produits étant potentiellement de qualité, c'est une bonne opportunité pour améliorer l'alimentation des plus démunis. Donc concrètement, on peut passer à la slide suivante. S'il te plaît, merci. Notre dispositif est tout simple. Donc chaque jour, nous collectons des produits frais encore consommables en parfait état directement chez les professionnels. Puis nous les distribuons immédiatement, ça c'est important, en camionnette frigo, donc dans le maintien de la chaîne du froid, aux acteurs sociaux à proximité. Donc on est vraiment sur du circuit court, c'est tout simple, mais en quelques heures, les produits collectés peuvent être consommés par ceux qui en ont le plus besoin, et ça change tout pour les acteurs, d'abord pour certains acteurs qui travaillent avec des produits rapidement périssables. Donc, je vous propose de vous montrer un petit peu les typologies d'acteurs avec qui on travaille. Donc, sur la slide suivante, voilà, je vous ai mis différentes catégories d'acteurs. On travaille beaucoup avec la restauration collective. Alors, ça peut être de grandes cuisines centrales, notamment à Lyon ou à Bordeaux. Et là, je vous invite, et je vous le redirai aussi, pourquoi pas à nous rejoindre le 31 mars pour parler du rôle des cuisines centrales pour l'aide alimentaire, voilà, et de certaines initiatives, notamment à Bordeaux. Mais j'en parlerai pas tellement aujourd'hui, puisque nous sommes plutôt sur l'Île-de-France, où là, je dirais que là où on a un positionnement intéressant, c'est qu'on travaille avec beaucoup de restaurants d'entreprise. Et ce n'est pas forcément très fréquent, donc je pourrais vous raconter des petites choses par rapport à ça. Et puis, autre secteur peut-être aussi inhabituel, l'événementiel. On a par exemple collecté la COP21, on collecte Roland-Garros tous les ans. Et puis, cette semaine, par exemple, alors on est ravis parce que ça redémarre enfin. Pendant 2 ans, il n'y avait plus d'événementiel quasiment. Mais voilà, cette semaine, on a collecté les surplus des fans d'Orelsan à l'Accor Arena toute la semaine. Et malheureusement ou heureusement, la fête était tellement belle pour le 15 de France au Stade de France qu'ils ne nous ont rien laissé. Donc finalement... mais ça, c'est intéressant de le dire, ça montre un peu le côté aléatoire de ce qu'on fait. On devait passer collecter les surplus et puis il n'y en avait plus. Voilà, alors, donc ça veut dire en fait concrètement que nous, on va rester juste 2 secondes encore sur la slide d'avant, pardon.
c'est que concrètement, on collecte des repas, en fait, des repas préparés, prêts à consommer, des repas de qualité, sous différents formats, des formats collectifs, par exemple des bacs gastro qu'on peut récupérer dans les restaurants d'entreprise après le service, des bacs gastro de plats préparés, légumes, céréales, pardon, qu'on va redistribuer pour le dîner dans des centres d'hébergement, par exemple, ou alors des formats plus individuels qui peuvent servir à une variété d'acteurs associatifs, donc une variété plus large, notamment via les distributions solidaires comme les distributions étudiantes. Voilà, puis on a une petite part de produits bruts via les collectes en supermarché qu'on peut apporter à des restaurants solidaires qui cuisinent, par exemple, ou alors dans des points de distribution aux familles qui sont capables de cuisiner. Voilà, et puis donc juste pour faire la petite parenthèse sur les associations, l'intérêt, c'est pour les associations et les milliers de personnes qu'elles soutiennent, c'est de leur apporter d'autres types de produits, donc des produits frais et variés quand on peut pour une alimentation saine et équilibrée, peut-être du plaisir, de la joie via des produits, je pense à produits de traiteur, voilà, en événementiel, ou alors des plats collectifs à partager. Et puis, bon, on est sur la logique de l'aide alimentaire d'urgence aussi, donc du temps à consacrer à autre chose qu'une lutte alimentaire quotidienne pour pouvoir construire son avenir dans la société. Je finis la petite parenthèse voilà, sur nous pour dire pour vous donner une idée, on travaille en moyenne, parce que ces dernières années, c'est très variable, avec environ 150 sites de collecte. On redistribue 300 000 repas par an, même si ces 2 dernières années, on était plus proche de 500, mais via une soixantaine d'associations. Donc, voilà pour l'action normale du chaînon manquant. Et puis, vous imaginez bien qu'avec de tels liens de proximité avec la restauration événementielle ou la restauration d'entreprise, eh bien, nous avons été très impactés par la crise au moment des confinements, mais aussi plus récemment par le télétravail. Donc, c'est vraiment un impact voilà, qui nous touche depuis 2 ans. Alors, j'ai mis juste parce que c'est intéressant, je vous prends l'exemple du jour du premier confinement au moment de la crise. Et plus particulièrement, par exemple, parce que ça illustre bien, je vais prendre ce territoire, j'ai vu qu'il n'y avait personne de la Défense aujourd'hui, donc je vais prendre l'exemple du quartier d'affaires de la Défense, où on peut être assez actif, on est actif aussi à d'autres endroits, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses à en dire. Donc, le quartier d'affaires avec ses grandes tours d'entreprise, en temps normal, par exemple, si on passe le vendredi après-midi dans une tour d'entreprise, on va récupérer 50, 100 repas voilà, sur un restaurant de 1000 couverts. Donc, ce n'est pas forcément beaucoup, mais c'est très utile justement pour apporter dans des centres d'hébergement pour le dîner. La crise arrive, tout ferme et on se retrouve face à des tonnes de produits bruts à déstocker dans les chambres froides de ces tours d'entreprise, de tout le quartier. Je ne vais pas vous raconter tout ça parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est un grand souvenir et justement, effectivement, en tout cas, c'était un petit peu, je ne sais pas si on a essayé de vivre la vie d'Apro 77, mais on a réalisé effectivement qu'on était sur une autre échelle et qu'en fait, il faut toute une échelle, une chaîne logistique adaptée aux différents volumes de dons alimentaires pour pouvoir effectivement rééclater les volumes jusqu'à arriver au plus proche des associations locales. Et donc, pour nous, ça a été un gros challenge de savoir comment répartir les dons en fonction des besoins de chaque acteur, sachant qu'on parle de produits périssables, peut-être moins rapidement périssables que d'habitude, mais quand même, et donc tenir compte des capacités de stockage de chaque acteur encore debout. Voilà, il ne fallait pas, j'allais dire, blinder les frigos dès le premier jour avec des yaourts qui duraient 3 semaines quand on aurait de la viande le lendemain à consommer très vite, par exemple. Donc, s'adapter à la durée de vie des produits, etc. Donc, toute une question, en fait, qui est très liée aux produits et au conditionnement, au volume. Je le dis parce voilà, ce n'est pas toujours un réflexe pour tout le monde, sauf quand on est acteur de logistique, mais finalement, ça conditionne pas mal de choses. Alors, je ne reviens pas sur justement l'idée de plateforme de stockage, éclatement des volumes, partage. On en a parlé. Simplement vous dire que dans ce quartier de la Défense, on a eu la chance de pouvoir s'installer dans les chambres froides de la grande salle de concert Paris La Défense Arena. On a donc mis en place une plateforme alimentaire temporaire et face à ça,
on a fait appel, on a créé un groupe d'entraide interassociatif. Alors aujourd'hui, on est 80 associations à peu près dedans, essentiellement de Paris et de Seine-Saint-Denis. Alors, je sais que je vous ai parlé de la défense, c'est là où ma slide, elle est un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. L'idée, ça a été de se dire, voilà, comment aller à la rencontre des personnes dans le besoin au moment de la crise, où est-ce qu'elles se trouvent et de quoi est-ce qu'elles ont vraiment besoin. Donc, c'est vraiment une logique, partir des besoins. On en a parlé tout à l'heure, mais moi, c'est vraiment, s'il y a un message à faire passer, ce sera peut-être celui-ci, c'est vraiment comprendre quels sont les besoins des personnes. On a souvent le réflexe, en fait, quand on essaye de comprendre l'aide alimentaire sur un territoire, de regarder finalement, déjà ce qui est très utile, hein, mais la cartographie Solinum des points de distribution. Mais ça ne nous dit pas si on répond aux vrais besoins des gens. Voilà, est-ce qu'ils ont accès à une cuisine? Est-ce qu'ils ont accès à un micro-ondes? Voilà. Et donc, on s'est retrouvés à créer un groupe d'entraide, donc, par exemple, avec Action contre la faim, Médecins sans frontières, on a pu parler de besoin de kits d'hygiène, d'explications multilingues. On a travaillé avec l'Armée du Salut sur les distributions dans les camps. Voilà, on a partagé des ressources humaines aussi avec le Secours populaire, etc. Bon. Donc, il y a eu tout un travail collaboratif très intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il en reste quelque chose et on continue à partager au maximum avec tous les acteurs qui le souhaitent. Maintenant, comme vous le savez, il y a plein d'autres coordinations qui existent. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Et donc, du côté des besoins, on s'est retrouvé donc avec une situation quand même grave, de nouvelles formes de précarité et des réponses géographiquement très inégales en fonction de l'éloignement avec le centre de Paris. Hein, il y avait des réponses qui s'organisaient, par exemple, dans Paris, de production de repas prêtes à consommer pour les personnes qui étaient à la rue ou logées à l'hôtel social sans solution alimentaire, ce qui était un vrai souci. Mais dès que vous passiez le périph', c'était déjà plus compliqué, même si petit à petit, je sais très bien que l'exemple de Seine-Saint-Denis a fait plein de choses formidables et on a eu beaucoup de chance de pouvoir compter là-dessus. Donc, l'exemple de la Défense, parce que c'est un bon exemple. On nous a rapidement signalé des centaines de personnes qui vivaient dans la rue ou qui étaient logées à l'hôtel social sans solution alimentaire, voilà, qui ne savaient pas bien comment faire. Et donc, dans ce contexte, on s'est dit, en fait, il n'y a pas le choix. Nous, on est un acteur anti-gaspi, mais il faut qu'on reste présent auprès des plus fragiles. On n'a plus de repas préparés puisque la restauration nous a donné des produits bruts donc ne fabriquez plus. Donc, pour la première fois, on a acheté des repas. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. En fait, en partant du besoin, on s'est dit il y a un manque de repas préparés et où est-ce qu'on est allé les chercher? Alors, là, sur la slide, en fait, je vous ai parlé des traiteurs d'insertion, mais effectivement, peut-être que je vais insister d'abord sur la restauration collective à l'invitation de Thomas. Voilà, on a multiplié un peu les solutions pour aller chercher ces repas. La première solution, ça a été d'aller voir nos partenaires de restauration collective. Ou même eux-mêmes nous ont contactés. Donc, je vous donne un exemple toujours, par exemple, sur le territoire de la Défense, la Tour NJ, voilà, ils nous ont dit, nous, dans l'esprit d'une double solidarité, on va monter des collectes financières pour pouvoir en fait acheter des repas à notre partenaire de restauration qui n'a plus de travail et vous les donner pour que vous puissiez monter en fait tout un système alimentaire adapté sur le territoire. Voilà, donc la première réponse, ça a été nos partenaires de restauration collective. Un autre exemple, à Issy-les-Moulineaux, un acteur américain qui a donc fermé son site pendant très longtemps, comme beaucoup d'entreprises américaines, puis qu'il a finalement, donc tout était fermé, et puis qu'il a rouvert pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont fait revenir leurs équipes en cuisine pour fabriquer 500 repas par jour pour nous, pour pouvoir soutenir un projet de distribution aux étudiants. Donc là, je parle aussi de 2021 maintenant, voilà, de pouvoir en fait proposer des menus complets cuisinés pour soutenir les étudiants, ce qu'on a fait voilà, dans différents, dans le 92, dans le 93, à Paris,
je ne sais plus exactement où on a été. On a travaillé avec des départements, avec des CROUS, avec des associations d'aide alimentaire traditionnelles ou des associations étudiantes. Voilà, mais ça, c'est un apport vraiment intéressant. Donc là, on parle de restauration collective privée, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, donc à certains moments, on a pu bénéficier de ça. À d'autres, on a pu trouver des financements par nous-mêmes pour acheter des repas. Et dans ces cas-là, on s'est tourné vers des traiteurs, chantiers d'insertion pour assurer une double solidarité, en fait, avec les personnes fragilisées par la crise et maintenir leur parcours d'insertion. Voilà, ça a été vraiment très intéressant parce qu'on a pu avoir en fait donc des repas variés, complets, équilibrés. C'est une aide alimentaire différente, de qualité traiteur, avec des produits faits maison, des légumes frais, de saison. Et puis aussi parce que souvent chez ces acteurs-là, traiteurs chantiers d'insertion, il y a des cultures culinaires différentes. Et en fait, c'était aussi des repas très adaptés aux cultures culinaires des personnes qu'on veut aider, parce que voilà, bien sûr, c'est un sujet. Donc, quelque part, une expérience très positive. Et pour tout vous dire, à la fin, on a un petit peu relié ça, donc on le fait encore, hein, on fait toujours produire des repas comme ça, parce que ça a été le Covid, puis les étudiants, voilà, il y a encore une précarité étudiante qui est plus concentrée et peut-être un peu plus réduite qu'avant, mais néanmoins très présente à certains endroits. Donc, du coup, on continue à faire ça. On aura peut-être la question de l'Ukraine là-dessus, je ne sais pas, c'est en discussion. Voilà, et donc sur la restauration, je reviens à mon exemple d'entreprise qui a mobilisé ses équipes de restauration pour fabriquer des repas pour nous. Un petit point de détail, mais qui n'est pas inintéressant, je trouve. En fait, quand l'entreprise a réouvert, elle a réouvert pour peu de personnes qui sont, parce que voilà, maintenant il y a des habitudes de télétravail assez importantes. Mais dès qu'elle a réouvert, en fait, elle s'est retrouvée face à une réglementation qui faisait qu'elle ne pouvait plus produire pour nous. Ou alors des petits quotas liés à sa production totale, et la production totale étant quasi nulle, il ne pouvait plus tellement produire pour nous. Donc là, je le dis parce que c'était un frein réglementaire, alors qu'en fait, les équipes de cuisine étaient tout à fait en surcapacité de produire et auraient pu produire pour nous, pour l'aide alimentaire. Elles avaient, alors c'est toujours compliqué quand on parle de restauration d'entreprise, parce que vous avez le restaurateur, vous avez les clients du restaurateur, etc. Donc, l'entreprise en question américaine avait encore des fonds qui étaient prêts à nous allouer. Et du coup, les équipes de restauration ne pouvant plus travailler pour nous, en fait, on a fait référencer un traiteur chantier d'insertion auprès du groupe de restauration pour pouvoir continuer à dépenser ce budget, mais en travaillant avec traiteur d'insertion. Je vous dis ça, c'est un peu compliqué, mais c'est justement aussi pour vous montrer qu'en fait, on peut être un peu créatif. Il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'en fait, ces acteurs-là, que ce soit la restauration collective, les traiteurs d'insertion, en fait, ce n'est pas des acteurs auxquels on pense immédiatement dans l'aide alimentaire, mais il y a une vraie compétence en matière d'alimentation, de nutrition, et je pense que c'est en fait très intéressant. Donc, dès qu'on repart du besoin, on arrive à monter des partenariats de ce type. Voilà, j'y reviendrai. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, alors je vais avancer. Donc, justement, tu as raison, Sophie, je prends trop de temps. Alors, je vous ai parlé de la crise et de l'urgence. Mais cette approche qui part du besoin, en fait, elle peut se décliner dans le cadre d'une stratégie à construire. Je repars de ce que je vous ai présenté de notre activité anti-gaspi de départ. En fait, la lutte anti-gaspi, elle peut permettre d'avoir accès à des produits disponibles de bonne qualité, ce que je défends personnellement. Mais c'est vrai qu'elle s'appuie sur une logique descendante, impose parfois ses surplus à la solidarité. On en a parlé un petit peu plus tôt, avec à la fois des risques de déplacement du gaspillage dans les associations quand on leur impose de tout prendre et qu'elles ont besoin que de 40% du don, par exemple, ou des risques aussi d'alimentation imposée
On a parlé tout à l'heure de choix, d'estime de soi. Il y a aussi les questions d'adaptation aux cultures, aux contraintes alimentaires. Donc, nous, en tant qu'acteurs anti-gaspi, on s'appelle le chaînon manquant, donc on essaie de réconcilier les approches. On est à la fois sur une logique anti-gaspi, mais on fait des efforts particuliers pour répondre aux besoins, laisser les associations prendre les surplus en fonction de leurs besoins. Et de plus en plus, construire en fait nos circuits d'approvisionnement en partant des besoins des associations. Donc, pour finir, je reviens sur mon territoire de la Défense. Vous avez parlé d'alimentation d'urgence à un moment donné, et puis petit à petit, en fait, on se retrouve aujourd'hui autour du lancement du premier restaurant solidaire du quartier d'affaires qui nous dit on a besoin de fruits et légumes. Et donc, voilà, je vous avais mis une petite image de collecte des marchés, par exemple. Voilà. OK, bon, c'était pour montrer qu'on pouvait aussi partir du besoin en dehors des notions d'urgence. Alors là, c'est un petit exercice très, très périlleux. Thomas me disait ce serait intéressant de savoir un peu ce que vous pensez que les pouvoirs publics peuvent apporter. Voilà, donc j'essaie d'articuler. En fait, la notion d'articulation, pour moi, est vraiment intéressante. C'est-à-dire que je pense que ceux qui sont au plus près qu'au niveau local, on va avoir la notion de diagnostic besoin des personnes et une bonne connaissance et un accompagnement nécessaire, une coordination de ces aspects de distribution, ce qu'on peut aider en proposant des lieux de rencontre, parce que c'est intéressant que les acteurs se connaissent entre eux pour leur donner des idées. On peut aussi appuyer, et là j'insiste là-dessus, sur les équipements de réception et de stockage. C'est-à-dire que avant d'équiper un petit acteur local en moyens logistiques, déjà commencer par s'assurer qu'ils ont des frigos s'ils veulent distribuer du frais, par exemple. Penser effectivement aux aspects stockage, on en a parlé un petit peu. Du coup, je vais très vite, alors j'espère que ce n'est pas indigeste pour vous. Au niveau départemental, on pourra s'interroger sur l'équilibrage territorial de l'action, la question des zones blanches. C'était super intéressant aussi ce qu'on a vu, alors également au niveau régional, ce qu'on a vu ce matin avec les cartes. Voilà. Et puis prendre un peu de recul du coup sur les questions sociales ou les questions d'approvisionnement. Donc, penser sources d'approvisionnement, ça veut dire à la fois peut-être informer les acteurs comme nous, qui sont plus au niveau départemental, des besoins pour qu'on puisse mieux répondre. Peut-être appuyer aussi justement au niveau équipement logistique, mais c'est aussi aller mobiliser peut-être d'autres acteurs comme la restauration collective ou les traiteurs ou autres. Voilà, c'est penser la réponse autrement, aller mobiliser des acteurs d'approvisionnement différents. Et puis au niveau régional, on aura des achats groupés. On parlait de plateforme d'achat tout à l'heure. On a la question des appels à projets. Et puis on a tout ce qui est réglementation, les habilitations, la réglementation. Et là-dessus, moi, je pense aussi qu'il y a un sujet qui est important, c'est la formation, c'est-à-dire que ce qui se joue au niveau régional est partagé avec des têtes de réseau qui sont bien formées. Voilà. Mais souvent, au niveau local, on va avoir de plus en plus des initiatives, des nouvelles associations, des jeunes initiatives citoyennes qui sont nées pendant la crise, qui déploient une énergie formidable dans leur quartier, qui sont devenues indispensables pour certaines. Je pense en Seine-Saint-Denis, c'est beaucoup le cas, par exemple. Mais elles n'ont pas toujours les connaissances nécessaires pour respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Voilà, ce qui est un petit peu aussi parfois dangereux pour les bénéficiaires, ou pour s'interroger sur l'accompagnement social des personnes aidées. Donc là, il y a peut-être des contenus pédagogiques à proposer, et on n'a pas toujours la compétence en fait en local. Donc c'est là où je disais, il y a peut-être aussi une articulation qui est voilà, qu'au niveau de la région où on a cette compétence, est-ce qu'on peut imaginer organiser des formations de façon en rotation, je ne sais pas, au niveau plus local. Voilà. Et puis inversement, quand c'est la période des habilitations, s'appuyer sur le local pour comprendre aussi mieux quelle est l'action de chaque acteur associatif. Je m'arrête là, Sophie. Merci. Peut-être tu n'as pas dit 2 mots du coup, pardon, parce que je croyais que c'était la slide suivante sur le resto dans le 92. Peut-être que c'est juste le mentionner, la maison de l'amitié. Je ne sais pas si tu voulais parler de ça. Oui, c'était là-dessus que je voulais en parler. Mais
Mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, mon histoire de la défense, c'était de dire, bon, on a eu d'abord un problème logistique, mais très vite, on a eu un problème de besoins non couverts. Et donc, on a été un petit peu créer des puzzles avec tout un tas d'acteurs pour pouvoir obtenir des repas. Et c'était super intéressant de pouvoir distribuer ces repas. Et on a vu aussi tout l'apport justement au niveau nutritionnel, qualité, adaptation aux cultures que ça pouvait apporter. Et suite à ça, avec la Maison de l'Amitié, puisque la Maison de l'Amitié, c'est à la base un accueil de jour à la Défense avec qui on a monté un peu cette réponse d'urgence pendant la crise. Aujourd'hui, la Maison de l'Amitié a monté donc le premier restaurant solidaire du Parvis qui s'appelle la Salle à manger. On travaille ensemble. Donc leur idée, c'est un petit peu comme un réfectorio pour ceux qui connaissent. Et ils essayent quelque part, c'est une co-construction vertueuse avec pas mal d'acteurs. Donc c'est un restaurant qui va travailler sur de l'anti-gaspillage. On va les approvisionner, par exemple, en fruits et légumes essentiellement, mais bon, aussi viande, poisson si on trouve, etc. Mais voilà. Donc là-dessus, on a monté des circuits d'approvisionnement et c'est pour ça que j'ai mis une petite image parce qu'on se met à collecter des marchés pour flécher ça vers l'aide alimentaire, ce qui avant était plutôt réservé à du glanage. Bon, voilà, il y a plein de choses à dire. Et puis au niveau de ce restaurant, c'est un chantier d'insertion aussi. Voilà, donc je dirais que ça c'est une autre vertu du restaurant. Et puis c'est aussi de la mixité sociale. Donc en fait, le restaurant, il est proposé avec des repas à 1 euro pour un public qui est orienté par les acteurs sociaux du territoire vers le restaurant. Et puis tout un chacun et les travailleurs de la Défense, eux payent, alors je ne sais plus, c'est 12 euros. Enfin voilà. Donc c'est un petit peu ça sur le principe du réfectorio. Et donc, moi, je trouve que là-dessus, c'est vrai, c'est une coopération vertueuse et on se rend compte, c'est un peu aussi comme l'histoire de ce que je vous disais avec les traiteurs d'insertion, où on arrive à être finalement sur du win-win, voilà, et en faire des choses multiplier un peu nos impacts, quoi, en travaillant ensemble. Donc, bon, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais que je raconte. Si, tout à fait, tout à fait. Je trouve que c'est une expérience intéressante qui est à la fois de l'anti-gaspi, du lien avec les acteurs sociaux du territoire et avec les acteurs privés et en même temps un lieu mixte qui est aussi une vraie question aujourd'hui. Comment est-ce qu'on on développe pas complètement un système parallèle un peu pour les pauvres avec que des invendus, des modes de distribution différents et du coup des questions de stigmatisation, etc. Donc il y a pas mal de projets côté ESS qui se développent sur ce sujet-là de cantine solidaire et ça nous semble voilà, des projets assez intéressants. Je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il est 25 et ce serait bien s'il y a des questions. Peut-être voir s'il y a des questions, laisser la place aux personnes s'il y a encore une question peut-être pour Valérie avant qu'on conclue. Oui, En il y a pas de attendant la question. question. Oui, allez-y. Non, je voudrais juste, mais c'est très, très rapide. C'est justement en fait dire que, en tout cas, il n'y a pas d'opposition à avoir entre différents systèmes. Je crois vraiment qu'en fait, il y a des acteurs aux différents niveaux territoriaux. D'abord, et qu'il faut arriver quelque part à rendre plus qualitatives en fait les réponses de chacun, que ce soit au niveau grands acteurs à l'échelle régionale qui sont capables de stocker. Si on peut avoir plus de liens là au niveau d'une alimentation de qualité et d'appro de qualité, c'est top. Plus petits, à proximité, plus agiles et qui peuvent travailler plus en circuit court. Donc, c'est vraiment voilà, un puzzle à faire. Il ne faut surtout pas se dire la mode, c'est ça, je fais 100% sur un truc. En fait, il faut arriver à faire un panel, un puzzle de solutions à plusieurs niveaux territoriaux et puis aussi penser peut-être un parcours vers l'autonomie des personnes. C'est-à-dire qu'on a à la fois effectivement des réponses d'urgence. Là, il faut des repas préparés, prêts à consommer, etc. Mais quand on va vers plus d'autonomie des personnes, on peut penser plus de l'accès à prix bas, à une alimentation de qualité avec du choix, etc. Donc, on va être sur d'autres formules aussi. Donc, c'est bon, voilà, c'est tout. C'est pour dire que tout ce se complète, en fait. Merci, et d'où l'importance de cette notion d'articulation. Je pense que c'est aussi des choses que les PAT essayent de proposer sur les territoires.